Bienvenue dans Euronews Soir pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce lundi 2 décembre. Ouverture de la 25e conférence climat de l'ONU, la COP25 réunit une quarantaine de dirigeants à Madrid. Quels sont les enjeux de ce nouveau sommet? Interview pour y répondre dans ce journal. Dans l'actualité également, l'hommage de la France à ses 13 soldats morts au Mali. Emmanuel Macron leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Et puis les 70 ans de l'OTAN seront fêtés en grande pompe cette semaine à Londres en présence de Donald Trump. L'occasion de plonger dans les archives de l'Alliance de l'Atlantique Nord. On terminera ce journal par un film d'animation ukrainien sur la pollution plastique qui envahit nos vies. Un film satirique pour réfléchir et qui nous pousse à agir. Je vous le disais en titre, Madrid accueille depuis ce matin la conférence climat de l'ONU, la COP25. Le monde doit choisir entre espoir et capitulation, selon les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Audrey Tilve. Sur la photo de famille à l'ouverture de la COP25 de Madrid, une quarantaine de dirigeants, bien moins que les 195 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat. De nombreux pays sont seulement représentés au niveau ministériel. Faut-il y voir un décalage avec l'enjeu? Le secrétaire général des Nations Unies a en tout cas une fois encore mis les signataires face à leurs responsabilités. D'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons soit sur le chemin de la capitulation, nous aurons alors dépassé comme des somnambules le point de non-retour, soit nous serons sur le chemin de l'espoir, un chemin de résolution et de solutions durables avec des énergies fossiles qui restent là où elles devraient être dans le sol et où nous parviendrons à la neutralité carbone d'ici 2050. Il y a un mois, Donald Trump a officialisé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris qui sera effectif l'an prochain. Mais avec d'autres élus américains, la démocrate Nancy Pelosi a fait le déplacement à Madrid. Nous sommes ici pour vous dire à tous, au nom de la Chambre des représentants et du Congrès américain, nous sommes toujours là, nous sommes toujours dans l'accord. Pour maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2, voire des 1,5 degrés, les objectifs nationaux doivent être revus à la hausse. D'après Antonio Guterres, les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Pour bien comprendre ce qui se joue à la COP25 à Madrid, je reçois Lola Vallejo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme Climat à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Quels sont les véritables enjeux de cette nouvelle COP? Cette COP, elle sert à rappeler plusieurs choses. Déjà que la lutte contre le changement climatique est bien une question multilatérale. L'enjeu de cette COP, c'est surtout l'ambition et que de nouveaux États augmentent leurs engagements pour réduire les émissions. La vraie deadline pour le faire, la prochaine échéance, c'est plutôt la COP suivante, l'an prochain, à Glasgow. Mais cette COP-là, elle est quand même très importante parce qu'elle permet aux pays de prendre la température de leurs ambitions et aussi de s'engager dans une véritable diplomatie de couloir qui permettra de préciser les engagements des uns et des autres l'an prochain. Alors justement, d'ici à la prochaine COP l'année prochaine, quels sont les thèmes à vérifier pour voir si les pays tiennent leurs engagements et s'il y a de véritables progrès en matière de changement climatique? Le secrétaire général de l'ONU, qui est un grand avocat de l'ambition climatique internationale, a simplifié ça à 4 conditions. Que tous les pays s'engagent pour atteindre la neutralité carbone en 2050, qu'on ne construise plus de nouvelles centrales à charbon à partir de 2020, partout dans le monde, qu'on essaye de changer le focus des taxes sur le travail vers des taxes sur la pollution, carbone. Et aussi qu'on arrête les subventions aux énergies fossiles. Donc on peut avancer sur ces 4 points-là et ce sera déjà beaucoup, même s'il y a effectivement à faire dans tous les secteurs de l'économie et on ne manque pas de rapports et de conseils scientifiques pour savoir comment avancer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la volonté politique. Et alors, si l'on s'en tient à ces 4 thèmes, vous l'avez dit, qui ne sont pas suffisants mais qui en tout cas sont nécessaires, est-ce que les objectifs fixés sont atteignables ? Oui, bien sûr, les objectifs sont atteignables. L'important, c'est d'avoir une reconnaissance partagée de tous les États, et en particulier des gros émetteurs du G20, du bon niveau d'ambition. C'est-à-dire que pour l'instant, l'Union européenne est en bonne voie pour s'engager pour la neutralité carbone, mais elle ne représente que 9% des émissions. Donc on a besoin d'autres gros émetteurs. En premier lieu, la Chine, qui représente près d'un tiers des émissions mondiales, mais aussi, on l'espère bientôt, les États-Unis. Selon ce que donnera l'élection de l'année prochaine, est-ce que le président Trump sera réélu ou pas.
mais aussi de nombreux autres pays, par exemple le Japon, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui envoie des signaux très décourageants en termes de relèvement de son ambition, alors qu'il devrait être vraiment beaucoup plus poussé. Et pour ça, on peut s'appuyer sur les mouvements de la jeunesse et aussi les rapports scientifiques qui ont vraiment montré la nécessité de relever l'ambition à tous les niveaux et dans tous les pays. Lola Valéjo, un grand merci pour votre éclairage et bonne COP puisque vous êtes à Madrid en... L'émotion était palpable cet après-midi aux Invalides. La France rendait hommage à ses 13 soldats morts au Mali en présence de 2500 invités. Emmanuel Macron a eu un mot pour chacun d'entre eux. Maxime Baïs. La cour d'honneur des Invalides, figée dans un silence de mort. La République rend hommage à ces 13 soldats décédés en opération au Mali la semaine passée dans le crash de leurs hélicoptères, le pire bilan pour l'armée depuis 36 ans. Devant 2500 personnes, Emmanuel Macron a délivré un discours empreint d'émotion à la hauteur de l'électrochoc qu'a été la mort des soldats. 13 enfants de France étaient tués sur le coup. Ils étaient morts en opération pour la France, pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde. Nicolas Sarkozy, François Hollande, les présidents d'hier côte à côte, symbole d'un pays uni dans la douleur. Emmanuel Macron a ensuite décoré à titre posthume de la Légion d'honneur les 13 hommes, une dernière distinction qui dit la reconnaissance de l'État. Mais les médailles ne font pas oublier la réalité aux militaires toujours sur le terrain. L'opération Barkhane est ensablée. Après 6 années de présence, les djihadistes sont toujours actifs et l'armée malienne subit de lourdes pertes. Elle a perdu plusieurs dizaines de soldats ces 2 derniers mois. La meilleure manière de vaincre la haine, c'est de se concentrer sur les valeurs qui nous unissent et de nous inspirer de l'héroïsme de Londoniens ordinaires. Déclaration aujourd'hui du maire de Londres, Sadiq Khan, lors de l'hommage rendu aux victimes de l'attentat de London Bridge. L'événement a conduit le gouvernement de Boris Johnson, en pleine campagne électorale, à réexaminer la libération anticipée de dizaines de condamnés pour terrorisme. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Comme chaque jour, voici notre tour d'horizon de l'actualité vu par les autres services linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Der Ausgang des SPD-Mitgliederentscheids zum neuen Parteivorsitz ist für Politexperten und auch den einen oder Nos anderen... confrères allemands évoquent ce très mauvais scénario pour Angela Merkel. La nouvelle direction du SPD, son partenaire au sein de la grande coalition, veut un virage à gauche. Norbert Walter Borjans et Saskia Esken ont été élus samedi par les militants sociodémocrates. Ils pourraient bien pousser le parti vers un divorce avec la CDU-CSU, ce qui mettrait la chancelière allemande en grande difficulté politique. Angela Merkel nicht ausmalen können. Forman racimos de belleza liviana y frágil. Millones de mariposas monarcas. Notre rédaction espagnole s'intéresse quant à elle à la migration des papillons monarques du nord du Canada et des États-Unis jusqu'au Mexique. 4000 km à parcourir pour ces insectes pollinisateurs menacés par les pesticides et le changement climatique. La population des papillons monarques a sévèrement chuté ces dernières années. Llegan sin brújula y sin que nadie sepa qué guía su camino, pues nunca antes han estado aquí y nunca volverán. Sur un sujet plus léger, notre rédaction russe évoque une œuvre d'art pour le moins particulière, un trône de verre renfermant $1 million en petites coupures, une œuvre créée par un artiste pop russe et un entrepreneur. Leur objectif, ressentir l'énergie de l'argent et inciter le public à gagner plus, selon eux. C'est une plongée dans l'histoire que je vous propose à présent. Le traité de l'Atlantique Nord fêtera ses 70 ans cette semaine à Londres. L'occasion de visionner quelques archives avec Yolène de Kerchove pour mieux comprendre le rôle de l'OTAN en pleine controverse sur son fonctionnement. L'OTAN célèbre cette semaine son 70e anniversaire. 12 États occidentaux avaient signé le traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 1949 à Washington. Pour l'occasion, l'OTAN a ressorti plus de 2000 films, documentaires et reportages d'archives. Je pense que ce que l'OTAN voulait dire aux gens, c'est que c'est une organisation qui est là pour assurer une plus grande prospérité et faire en sorte que l'Europe reste un lieu de paix
et ne retombe pas dans les conflits passés. Il est important de souligner qu'il existe des cultures et des nationalités différentes au sein de l'OTAN, mais que des valeurs communes sont partagées, telles que la démocratie et la liberté d'expression. But also draw on those sort of shared values they have as well, such as democracy, freedom of speech. Dwight Eisenhower devient commandant suprême de l'OTAN en 1951. Il est très critiqué par les communistes d'Europe, l'URSS et 7 autres républiques socialistes d'Europe centrale et orientale, créent en mai 1955 le pacte de Varsovie. Un pacte économique, politique et militaire qui, dans le cadre de la guerre froide, fait contrepoids à l'OTAN. Le commandant des forces soviétiques est à ce moment-là le maréchal Ivan Konev. Mais Moscou continue à renforcer sa puissance militaire. La tension entre les États-Unis et l'Union soviétique atteint son apogée en 1962 avec la crise des missiles à Cuba. Après, les deux blocs commencent à mener des discussions sur le désarmement. Cette période est appelée la détente. Mais elle accuse un premier revers en 1968. Avec l'invasion de la Tchécoslovaquie, les relations s'enveniment. Les troupes du pacte de Varsovie mettent fin au printemps de Prague, le projet de socialisme à visage humain. Un coup très critiqué par le mouvement polonais Solidarité. Et il y a des thèmes qui reviennent souvent dans de nombreux documents. Il est fondamental de souligner que même s'il existe de grandes différences, il y a également des avantages énormes à collaborer ensemble avec les 15 nations présentes pendant la majeure partie de la période couverte. Aujourd'hui, l'Alliance regroupe 29 pays membres. Le sommet qui célèbre son 70e anniversaire se tiendra cette semaine à Londres. Un hommage sera aussi rendu à Winston Churchill, Premier ministre britannique, avant et après la signature du traité de Washington. On termine ce journal avec un film ukrainien satirique pour réveiller les consciences sur l'environnement. Un film en stop motion qui traite de la pollution plastique qui envahit le monde. Romain Gauguelin. Voici une partie du décor d'un film d'horreur et d'animation Made in Ukraine et sorti des studios de la société de production Plastic Wood. Le film s'intitule Wrapped in Plastic, emballé dans du plastique, et l'histoire met en scène les aventures cauchemardesques de Garbi, une poupée Barbie perdue dans un univers peuplé de monstres en plastique. Vladi Yudi est le réalisateur du film. Hollywood donne aux gens l'illusion que le sens de la vie est le luxe, la célébrité, la richesse. Plastic Wood ironise sur cette manière de voir. Nous montrons que le résultat de cet état d'esprit qui nous vient d'Hollywood, ce sont des tas d'ordures. C'est comme si les ordures étaient partout. Dans le film, Garbi est une survivante de l'apocalypse plastique. Les polymères ont renversé le règne des plantes et des créatures effrayantes peuplent une forêt synthétique. Запаковані у пластик. Emballé dans du plastique, un film ukrainien signé Vladi Yudi à voir dans les festivals de films d'animation et bientôt en série sur Internet. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée, à demain.